Mesdames et messieurs, bonjour. Stresser dans son travail a été pendant longtemps considéré quasi une norme de performance. Aujourd'hui, les instances internationales comme l'OIT le pointent du doigt et considèrent le stress comme un facteur de risque sanitaire en milieu professionnel, mais également un frein à la croissance et au développement économique d'une structure. Voilà pourquoi de plus en plus de managers et de salariés s'intéressent et se forment à la gestion du stress. Mais ça veut dire quoi exactement gérer le stress? Quel est son impact? Peut-on le mesurer? Est-ce qu'il dégage une fréquence? On vous dit tout dans un petit moment. Ensuite, l'interview santé se penche aujourd'hui sur la journée mondiale de lutte contre la douleur avec le docteur Mouna Lohman. Restez avec nous pour les détails sur Médien TV, bien sûr. Et je suis en studio tout de suite pour en parler avec Rizlan Riachi. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, Rizlan. Plaisir vous êtes consultante. Monsieur Jafar Maouni, c'est la première fois qu'on vous retrouve sur le plateau d'Onzitou. Bonjour, oui. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes psychologue, spécialiste des problématiques en entreprise. Oui. Et puis Karima Rehani, une habituée de l'émission également. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes psychosociologue. Merci à tous de rassembler vos compétences, vos expertises mutuelles pour nos téléspectateurs. On y va pour ce sujet, stress en entreprise, impact et mesures. Et on va d'abord faire un tour de table et voir un petit peu selon le profil de chacun de vous s'il y a une définition commune au stress. Rizlan, pour vous, le stress, comment vous le définissez? Alors déjà, le stress, la définition du stress par rapport à l'Organisme mondial de la santé, donc l'OMS, c'est un manque de productivité. Donc ça pousse à un manque de productivité, le stress en entreprise. Et pour moi, le stress, effectivement, c'est quand il y a un déséquilibre entre les attentes d'une personne, que ce soit un manager ou un salarié, et par rapport à ce qui est, ou les ressources au fait, auxquelles dont il a besoin pour en fait, répondre à des enjeux ou à des situations. Donc quand il y a un déséquilibre, ça crée au fait un stress, et là on parle de stress au travail et en entreprise. Ok. Déséquilibre, c'est le mot à retenir pour Rizlan Riachi. Oui. Monsieur Maouni, Jafar, une définition du stress? Alors, en ce qui me concerne, je définirais le stress tout d'abord comme un processus physiologique, entendu que ce sont des mécanismes hormonaux qui se mettent en place en situation de stress. On parle de situation stressante. Et c'est pour cette raison qu'on entend souvent parler de stress positif et de stress négatif. Le stress positif étant ce qu'on peut appeler le stress adaptatif, c'est-à-dire le stress qui va nous préparer à une situation donnée, en fait. Parce que le stress, avant tout, c'est préparer le corps à faire face à on va dire, des besoins professionnels ou autres. Bon, d'une part. D'autre part, il y a le stress qu'on appelle négatif. C'est lorsque le stress et les mécanismes hormonaux vont entraîner effectivement une fatigue chez le sujet avec tout un tas de symptômes différents. Donc c'est comme ça que je le définirais, et sachant que le stress sur le plan physique a aussi un impact sur le plan psychologique. Si j'ai un moment, j'essaierai d'en parler. En fait, vous avez tous les moments, parce que c'est vraiment cet axe-là que nous abordons aujourd'hui. Nous avions l'année dernière fait une émission sur l'impact physiologique du stress, donc sur la santé physique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce côté-là, le côté presque impalpable du stress que nous souhaitons aborder avec vous. Alors, Karima Rehani, oui. Justement, vous êtes psychosociologue. Voilà. Pour vous, le stress, alors, je définirais le stress autrement. Je parlerai de ce côté psychologique plus social. Moi, je dirais que le stress, c'est un état dans lequel se trouve un individu suite à une pression, suite à une tension, suite à un déséquilibre quelque part de comportement. Et moi, ce qui me fait, enfin, comment je vois les choses, c'est qu'une personne stressée, c'est une personne normale. Elle doit stresser face à un événement, à quelque chose, mais elle doit stresser modérément. C'est-à-dire, une fois qu'on commence à parler de stress, on doit parler de qu'est-ce qui pourrait
me faire plaisir quand je vais être stressée. Vous avez parlé tout à l'heure comme médecin de stress positif. Moi, je comme vous dis psychologue. Oui. Pas Psychologue, comme oui. Alors le stress positif, qu'est-ce que c'est que le stress positif? C'est quelque chose qui va me pousser à avoir le trac, à avoir cette petite peur, mais je vais me dépasser juste après. Le stress négatif, c'est celui qui me freine, celui qui ne me laisse pas en fait arriver à mes fins, et du coup je me sens bloquée par un état d'âme. Pour moi, le stress, c'est un état d'âme où je n'arrive pas à aller au-delà de ce que je veux faire parce que quelque chose me freine, la petite peur, sinon les idées reçues. Je ne pourrai jamais y arriver, c'est pas pour moi, c'est trop pour moi, je ne suis pas assez forte. C'est une cause. C'est une cause. Bah oui. Mais si on devait rester dans les définitions, j'ai l'impression que vous parlez surtout du côté négatif, parce qu'on parle de stress positif, de stress négatif. Est-ce que c'est pour un petit peu embellir le stress? Parce qu'il faut cohabiter avec le stress que vous, les spécialistes, vous dites, finalement, il y a aussi le bon stress, celui qui motive les troupes. Mais oui. Tout à fait. Au fait, quand on parle de stress positif, c'est ça devient un leitmotiv. Au fait, les gens... C'est pas une invention des spécialistes? Non, du tout. Non, du tout. C'est pour ça qu'en fait, on ne réagit pas de la même façon au même stress. Et on a en fait, selon comment on va réagir, les personnes vont l'interpréter selon étant un stress positif ou un stress négatif. Mais le stress positif, ça reste un leitmotiv pour certains. Après, effectivement, dans le stress, il y a le stress aigu et le stress chronique. Ouais. Donc le stress aigu, c'est quelque chose, quand on a face à... Elle l'a bien expliqué, ou quand on va faire une prise de parole en public, une réaction, mais au fait, c'est ponctuel. Ça reste un stress aigu. Une fois que la situation est terminée et finie, le stress va disparaître petit à petit. Par contre, le stress chronique, c'est là où on parle de personnes stressées, où effectivement, il y a des symptômes, il y a des causes, il y a pas mal de choses à voir, où là, c'est plutôt dans la durée. On va y aller dans un moment. Alors moi, ce qui m'intrigue un petit peu dans tout ce que vous dites, on peut sembler redondant, parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait parlé du stress et de son impact sur la santé. On avait parlé de ça, du bon, du mauvais stress, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, on a chosifié le stress. C'est un élément, c'est le bloc de quelque chose, c'est matérialisé et il faut le gérer. On parle de gestion de stress. Est-ce qu'aujourd'hui, on a matérialisé le stress? On en a fait une donnée avec laquelle il faut absolument cohabiter en entreprise, Monsieur Mahoney? Eh bien, je pense que de la même manière qu'il existe aujourd'hui des solutions de gestion du stress, le stress a été identifié comme le problème numéro 1 en entreprise concernant, on va dire, la vie psychique des salariés. Maintenant, je pense que le stress fait partie il ne fait que partie du mal-être des salariés ou de la souffrance qu'on peut appeler la souffrance au travail. Il y a une école dans ce sens. Bon, le stress, c'est une notion anglo-saxonne aussi, il faut le préciser, d'accord ? Elle a été chosifiée comme une entité psychopathologique dans ce qu'on appelle le PTSD, donc c'est le psychotrauma, c'est le stress post-traumatique, donc qui constitue une entité psychopathologique à part entière. Dans le monde de l'entreprise, on a seulement un peu prélevé cette notion de stress exclusivement pour en faire aujourd'hui une pathologie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui se passent. Et voilà le mal-être en entreprise, c'est un sujet plus large. On aura l'occasion de revenir dessus. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le stress en entreprise. Comment aujourd'hui on mesure ce stress? Quel est son impact sur les salariés, sur l'entreprise? Et justement, Rizlan Riachi, vous êtes consultante, vous travaillez beaucoup avec des outils de mesure de stress. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, on va dire, cadenassé le stress? On l'a mis dans un cadre. Est-ce qu'on sait que le stress commence par ça et finit par ça? Et donc, étant donné que c'est ça, on peut le mesurer. Alors en fait, de plus en plus, déjà pour revenir à votre première, la question qui a été posée à Monsieur Jaffal, effectivement, le stress, on en parle de plus en plus. Mais au Maroc, déjà, on commence à en parler, on commence à parler du bien-être en entreprise, de qualité de vie au travail. Et on a commencé à comprendre que pour qu'il puisse y avoir un bien-être,
il faut au fait travailler sur le stress que génère des fois la pression de l'entreprise. Maintenant, effectivement, l'outil qu'on utilise, puisque je l'utilise avec des entreprises marocaines, que ce soit PME ou grandes entreprises, il n'est pas vraiment classifié. Mais au fait, on va aller identifier 7 facteurs qui sont facteurs de stress, qui causent le stress. Et bien sûr, quand on le mesure, c'est pour savoir, au fait, ce qui me stresse, ce qui vous stresse, ce n'est pas la même chose que stresse une autre personne. Mais ce n'est pas que le mesurer, parce que le mesurer, c'est une bonne chose. Le diagnostiquer, c'est une bonne chose. Faire un état des lieux, c'est une bonne chose. Mais après, comment, en fait, le dépasser et accompagner, au fait, ces personnes-là ou cette entreprise. Mais c'est un passage, le diagnostic est un passage obligatoire. Oui, parce qu'en ce moment-là, on a des chiffres, on a des graphes, on mesure effectivement le niveau de stress chez chaque personne et on va aussi évaluer quel est son stress positif et quel est son stress négatif. Parce que c'est important, on ne va pas aller, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, on ne va pas rester que sur le côté négatif. Et bien sûr, amener cette personne à l'épanouissement, parce que c'est ce qu'on veut, l'épanouissement. Donc aujourd'hui, on peut mesurer le stress. Tout à fait. Mais c'est des mesures, on va dire, c'est différentes écoles où il y a des outils, des standards de mesure, on va dire, à l'international, reconnus. Il y a plusieurs méthodologies, on va dire, il y a plusieurs études. En tout cas, le nôtre, on a eu 35 chercheurs qui ont travaillé dessus pour au fait élaborer un test pour mesurer ces 7 facteurs-là. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de les détailler, ces causes. On y va même tout de suite. Par exemple, le premier, un des facteurs, je ne vais pas dire le premier parce que ce n'est pas un classement. Mais c'est vrai que je vous ai interrompu par rapport à la réponse. Du nombre des différents en fait, moyens de mesurer. Oui, non, on va trouver plusieurs outils, plusieurs méthodologies. Mais la finalité est la même. On reste sur tout ce qui est intrinsèque, extrinsèque par rapport à la personne et les facteurs qui vont en fait causer ce niveau de stress. Absolument. Quand on parle des facteurs ou des causes possibles, on a par exemple une cause, c'est tout ce qui est les attentes au fait, du salarié ou du manager. Des fois, je ne sais pas ce qui est attendu de moi. Ça peut être que le descriptif de poste n'est pas clair. Donc la personne se pose des questions, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas le faire ? Et quand on voit là, c'est là où on va rentrer dans un peu l'émotionnel, on commence à douter de soi, on commence au fait à ne pas avoir une auto-évaluation précise et objective de soi-même. Donc ça peut être un facteur de stress. D'autres personnes, ça peut être au fait un management excessif, un management un peu autoritaire. Au fait, le modèle du management n'est pas adapté à leur fonctionnement. Et comment on appelle ces 7 facteurs en fait ? Facteur attente, facteur management. Oui. On a aussi le facteur changement organisationnel, dans le sens où des fois l'entreprise fait en sorte qu'il y ait un changement, redéfinition des postes, mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas de transparence. On ne prend pas en considération en fait, les personnes qui sont en place, ou ces personnes sont réticentes au changement, mais on ne les a pas accompagnées. Ça peut être source de stress. On a aussi un facteur, c'est le facteur climat, on va dire le soutien social. Et là, c'est plus, je travaille en équipe, est-ce que je suis reconnue par mes pairs ? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance de travail ? L'environnement, effectivement. Il y a un autre facteur aussi, c'est la perte, en fait, l'avenir. Est-ce que les perspectives. Est-ce que je serai toujours dans cette entreprise demain ? Et des fois, est-ce que si jamais je quitte cette entreprise, est-ce que je peux faire autre chose ? Mais ça me revient à moi, c'est personnel. Ce n'est pas l'environnement qui va déterminer ce... Si, parce que si l'entreprise ne fait rien pour des fois de la polyvalence ou pour je suis en train de travailler mais il n'y a aucune mobilité en interne, il n'y a aucune montée en compétences, je commence à me poser ces questions. Il n'y a pas de plan de carrière pour moi. Exactement. Et il y a aussi le manque de contrôle, au fait, c'est-à-dire le contrôle sur mon poste. Je peux avoir un poste à responsabilité ou un poste où j'ai des responsabilités, mais au fait, je n'ai pas le pouvoir de décider, je n'ai pas d'autonomie. Et ça peut être aussi un facteur de stress. Donc, à partir de ces 7 facteurs-là, c'est ce qu'on mesure pour savoir, pour chaque personne, quel est vraiment le facteur le plus dominant, quel est le facteur positif, quel est le facteur négatif, et par la suite, sur quoi on va pouvoir travailler. Quand c'est un facteur
le changement organisationnel, c'est pas moi, c'est au fait mon management, c'est au fait l'entreprise qui doit changer sa communication. Et les managers font confiance à ces outils? De plus en plus au Maroc. Pas plus tard qu'hier, j'étais en rendez-vous, effectivement, au sein d'une entreprise, pour faire ce diagnostic-là. Mais le diagnostic dans cette entreprise va être fait, pas forcément parce qu'il y a un mal-être ou un malaise. C'est vraiment pour le prévenir. Le prévenir et pour Donc ils sont quand même avant-gardistes. Et mettre en place, heureusement, Oui. heureusement. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on parle encore de stress? On a parlé de bien-être, mais de plus en plus, on voit de burn-out en entreprise. Ouais. Mais justement, je relance Karima sur ça, c'est qu'on parle de bien-être, Rizlan l'a dit, on parle de plus en plus de bien-être en entreprise. Exactement. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite de la part des structures de parler de bien-être en entreprise, de parler de gestion du stress et en fait d'outiller les gens contre le stress, mais parce qu'en fait, vous allez stresser, il va falloir le gérer. Non, en fait, c'est pas. Non. Je ne pense pas que c'est de l'hypocrisie. En fait, les managers, ils ont une conscience. C'est pas une mascarade pour. Non, pas du tout, pas du tout. C'est de plus en plus conscience que si mon employé il est en état en fait de calme et de sérénité, d'acceptation de soi et tout, il va me donner le meilleur de lui-même. Oui, c'est-à-dire quand on travaille, on n'est pas supposé toujours être serein. Il faut être réactif. Oui, mais le bien-être ne veut pas dire que les managers ils vont créer des loisirs, quoique qu'il y a des grandes marques, des grandes firmes qui ont créé des loisirs au milieu de l'entreprise, un moment pour faire une petite sieste, pour être plus productif après. C'est-à-dire que le bien-être dans le monde, il existe dans les entreprises. Mais non, est-ce que c'est une hypocrisie ou pas? Moi, je dis non. Si, pourquoi? Parce que si le manager, il fait appel à Rizlan comme consultante qui va venir mesurer le stress, c'est qu'il a une prise de conscience. C'est un coût, en fait, ce n'est pas... Oui. En même temps, il engage des coûts. Il engage des coûts, il engage plus que ça, il engage une conviction. Moi, je trouve, en tant que psychosociologue, je vais le dire comme ça, conviction que si je ramène une consultante qui va me prévenir le stress qui est déjà apparent, parce qu'il existe le stress, ça, on va pas il existe par défaut, et je vais le faire en demandant à une consultante de me faire un travail, ça veut dire que j'ai une conviction. Alors pour parler d'hypocrisie, oui, il y en a qui peuvent le faire, mais en majorité, il y a une prise de conscience que le bien-être au travail, c'est quelque chose qui pourrait améliorer la productivité, améliorer les relations interpersonnelles en entreprise, structurer un peu ce non qui se dit d'une manière ou d'une autre, parce que parfois, moi j'ai envie de dire un non en tant qu'employé, j'arrive pas, comment le dire. Et moi j'ai trop aimé les facteurs détaillés de Rizlan, dans le sens où, je vais prendre peut-être un point, c'est lui en fait qui me parle moi dans ma spécialité, c'est surtout cette relation interpersonnelle entre le manager et les N+1, N-1, et ce malaise. Quelle est ma place dans l'entreprise? C'est vrai, on parle de ressources humaines, responsables ressources humaines, qui structurent un peu les relations entre les services. Mais quelle est ma place? Est-ce qu'on est reconnaissant à mon travail? Est-ce que, effectivement, on ne me stresse pas pour juste une productivité? Est-ce que j'existe? Et moi, j'aime beaucoup ce facteur. Si Rizlan, tu peux le travailler là-dessus plus, ça serait génial. On revient dessus, mais je donne la parole d'abord à M. Mahouni. Vous êtes spécialiste des problématiques en entreprise. Alors justement, est-ce qu'on prend au sérieux cette histoire de stress ou c'est une mascarade en fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est tendance et il faut en parler. Écoutez, c'est une excellente question. D'hypocrisie, je ne suis pas convaincu que ce soit une hypocrisie. Par contre, qu'il y ait de profondes contradictions dans la manière dont est abordé le problème, certainement. Des contradictions, ne serait-ce que si l'on se penche sur d'un côté les impératifs de rendement, de productivité, de compétitivité, et de l'autre côté des enjeux subjectifs. On gère des salariés, on gère des personnes, des trajectoires de vie, des familles aussi. Donc effectivement, parfois, les deux peuvent être en contradiction. Et comme vous avez dit, ça dépend aussi des ressources humaines. Quel est l'objectif, quelle est
dans quel sens veulent-ils aller? C'est ça la question. Maintenant, bon, sur le plan, je ne sais pas, ça on en parlera après, mais le cadre législatif, c'est-à-dire par exemple, on a vu l'expérience en Europe, il y a un cadre législatif qui oblige les employeurs à la prévention et donc prévention, moyens et obligations, avec obligation de moyens et de résultats concernant les risques psychosociaux. Exactement. Donc les risques psychosociaux comprennent effectivement le stress, mais pas seulement. Il y a une obligation de moyens et de résultats, c'est une obligation légale, elle est matérialisée par ce qu'on appelle dans la législation européenne le document unique qui est produit par les services de santé au travail normalement. Mais ça met en exergue quoi? Ça met en exergue les risques professionnels sur le plan psychique. Comme c'est fait sur le plan physique, parce que les médecins du travail ont leur rôle à jouer sur cet aspect-là des choses, il y a une équipe pluridisciplinaire constituée d'une infirmière du travail, un médecin du travail, une psychologue ou un psychologue, le DRH, enfin un ensemble d'acteurs qui vont vraiment mettre en exergue les risques psychiques liés à leur entreprise. Absolument. C'est une obligation réglementaire. Donc c'est une grande preuve de transparence. Moi, je crois que c'est un progrès, en effet. Je crois que c'est un progrès. Bon, c'est aujourd'hui pas le cas encore au Maroc. Maintenant, c'est tout à l'honneur des DRH qui vont dans ce sens-là, comme vous avez dit, qui prennent les devants et vraiment dans une démarche de prévention. Malheureusement, par expérience, j'ai été confronté à des DRH qui étaient dans des situation de déni complet de la souffrance, malheureusement, des collaborateurs. Des DRH, pourtant. Oui, plus DRH. Et à des situations très, très, très graves pour les collaborateurs. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à la tentative de suicide. Le 10 septembre dernier, c'était la journée mondiale de prévention du suicide et de lutte, justement, contre le suicide. C'est malheureusement ces problématiques auxquelles aussi, parfois, certains DRH sont confrontés en entreprise aujourd'hui au Maroc. Et il faut quand même aussi, je pense, un dispositif sanitaire parfois. C'est pour ça qu'il y a des services de santé au travail dans les grandes entreprises au Maroc aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire. Alors ça c'est l'une, justement ça me ramène à ma prochaine question et un point important que nous devons aussi soulever aujourd'hui, ce sont les manifestations, en fait les conséquences du stress sur la personne. La saison dernière on avait parlé des conséquences sur la santé physique et ça serait bien, vous avez parlé du suicide, donc dépression, suicide, c'est des conséquences extrêmes malheureusement du stress, mais on va dire des choses, d'autres éléments sur lesquels on pourrait parler, qu'on pourrait évoquer. Il y a des conséquences sociales aussi, je veux dire, sur les personnes. Je vous ai dit, les salariés aussi ont des familles. Ça peut avoir des conséquences sur le foyer, sur les relations entre, par exemple, époux et femmes ou femmes et époux. Avec les enfants également, ça peut avoir des conséquences. Et il y a aussi des conséquences, on va dire, qui concernent le fonctionnement de l'entreprise. Et on revient sur ce point juste après la petite pause. Restez avec nous sur Média TV, à tout de suite. On continue toujours cette thématique du stress en entreprise. Quel est son impact et quelles sont ses mesures? Et on en parle avec différents spécialistes. Rizlan Riachi, Jaafar Maouni et Karima Rehani. Merci à tous d'être là en studio pour en parler. On enchaîne cette fois-ci sur l'impact du stress en entreprise. L'entreprise est là pour générer des bénéfices. Et peut-être qu'il faut taper sur ce point pour réveiller un peu plus les managers et les DRH. L'impact, justement, en termes de rendement des salariés. Moi, je dirais que si on ne prend pas le stress des salariés en considération, l'entreprise est perdante à 1000%. Maintenant, il y a cette conscience. Est-ce qu'on fait tout pour arriver à gérer ce stress en entreprise? Moi, je vais revenir sur ce que a dit Jaafar tout à l'heure sur les DRH. C'est vrai que quand on planifie un plan de formation, on ne doit pas le planifier comme ça, juste parce qu'il y a des thèmes qui sortent et parce qu'ils sont à la mode. Ouais. Moi, j'ai envie de mettre
le point là-dessus. Parfois, quels sont les thèmes qui sont, après l'ingénierie de formation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la gestion du temps, la gestion du stress, la gestion et la gestion et la gestion et la gestion. Est-ce que vous avez une conscience que vraiment, quel est le module que je vais mettre en avant pour que mon entreprise, enfin l'entreprise dans laquelle je travaille en tant que DRH, je dois la mettre sur les rails, fonctionne d'une manière impeccable, fluide, on va dire fluide. Maintenant, revenons à la question. Quelles sont les conséquences quand l'entreprise ne prend pas en charge le stress de ses employés? En entreprise, premièrement, la perte des compétences. Moi, je dis qu'une personne stressée, elle peut être compétente comme elle veut. Si elle est trop stressée, s'il y a beaucoup de pression, c'est qu'elle ne gère pas les choses, elle ne sera pas productive à 100% et on peut perdre cette personne parce qu'elle pourrait aller chercher ailleurs si dans son environnement, elle ne se sent pas très bien. Et là, voilà, perte de compétences. Deuxième chose, je vais dire un climat d'entreprise néfaste, toxique. J'aurai pas de communication. Mais ça intéresse les managers, le climat dans l'entreprise? Actuellement, un manager dans son bureau, face à son PC, il est tranquille, il ne ressent pas les tensions. Il laisse ça pour les autres? Moi, d'après ma petite expérience en entreprise, je sais que les managers maintenant se soucient un peu plus, mais il est vrai qu'il y en a qui restent dans leur petit coin et qui ne cherchent pas à comprendre. Il est obligé maintenant de comprendre, parce que sinon, il aura la perte de temps, la perte de productivité, il a des comptes à rendre. Alors, maintenant, les managers sortent de leur bureau. Je ne sais pas si Rizlen me dira la même chose, mais... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Maintenant, c'est très simple. L'entreprise peut mesurer aussi l'impact du stress de ses employés sur son chiffre d'affaires, sur son résultat. Et dans le sens où, quand il y a un stress, mais qui n'a pas été pris en charge, ou qu'il y a au fait une tension, une pression au sein de l'entreprise, au sein des équipes, on le ressent. Niveau chiffres, ça se ressent. Parce que mais les il y a des personnes... Pardon de vous interrompre, ils considèrent ça comme une conséquence au stress ou un relâchement ou une incompétence des équipes? Ils sont mal gérés peut-être, enfin... Alors, avant d'arriver au stress, effectivement, c'est là où on se dit, oui, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas compétents, je vais faire des mobilités, je vais changer, je vais mettre quelqu'un d'autre. Mais quand ils ont pris conscience que c'est le stress, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui utilisent des outils pour être accompagnées, et je suis d'accord par rapport aux modules de formation, les adapter vraiment aux besoins. Et parce que quand il y a de la démotivation, on commence à avoir de l'absentéisme. On commence maintenant à avoir du présentéisme. Exactement. donc à trop rester en entreprise. Et à ne rien faire. Pour marquer... C'est juste, je suis présent. Et donc, derrière, les chiffres se dégradent. La productivité n'est pas la même. Imaginons qu'on est dans une usine où il y a une ligne, où au fait, c'est une chaîne et que tout le monde... Imaginez si un des maillons de la chaîne est démotivé. Ça ne marche pas. Je vous vois confirmer, Monsieur Mahoni. Tout à fait. Il y a des indicateurs qu'on pourrait qualifier d'objectifs pour en fait parler la même langue que les managers, comme vous dites. En tant que professionnel de santé, il faut pouvoir effectivement toucher là où ça intéresse les managers. L'absentéisme, le taux de roulement, les arrêts de travail sont des indicateurs objectifs de l'ambiance de travail dans une entreprise. Et ils sont assez caractéristiques. Et généralement, ça fait l'objet des bilans en fin d'année, par exemple, des services de santé au travail. Donc, ce sont autant d'indicateurs qui, normalement, devraient attirer l'attention du manager sur certains problèmes. Et je pense qu'il y a tout un tas de professionnels qui sont là pour aider le manager à identifier et prendre en charge. Et même quand parfois moi quand j'ai des rendez-vous avec des DRH, et tu entends le DRH te dire j'ai un manque d'écoute. Les gens n'écoutent pas là. Il a déjà diagnostiqué quelque part le problème et cette écoute-là crée le stress chez les gens parce que tu me comprends pas, je te parlais et tu m'écoutes pas assez, tu me donnes pas le temps de bien comprendre la problématique. Du coup, tu crées chez moi un stress. Effectivement, quand on a des rendez-vous avec des DRH, on trouve qu'ils ont déjà diagnostiqué la problématique. Par exemple, ils nous parlent de manque d'écoute. Et moi, je dis que le manque d'écoute, il crée un stress chez l'employé. Du coup,
C'est un problème d'écoute ou un problème de compréhension? C'est un problème d'écoute qui crée un problème de compréhension, exactement. Mais ça veut dire quoi pour les DRH, un problème d'écoute? C'est-à-dire que quand ils font des réunions et les personnes parlent entre eux et tout, il n'y a pas assez de compréhension du message en entreprise. Le message n'est pas bien... Enfin, on n'arrive pas vraiment à transmettre le message qu'on veut. Et moi, je dis que quand on n'écoute pas assez, et le DRH et l'employé, on a un problème de communication qui se crée. Et par la suite, si ça commence en fait à se répéter, on crée le stress chez l'employé. Un stress qui n'est pas... qui peut se développer... Mais ce problème d'écoute et de compréhension, et quand ce DRH-là diagnostiqué, pourquoi il ne le solutionne pas? Je vais y arriver. Moi, je dis qu'il faut faire appel à des spécialistes, parce qu'on ne peut pas être... Un DRH, il gère le capital humain. Il ne peut pas trouver des solutions clés au miracle à ce qui se passe chez lui. Il faut un diagnostic bien scientifique, avec des outils comme Rislaine a bien expliqué tout à l'heure, avec un mécanisme. Ils n'ont pas toute cette compétence. C'est pour ça qu'il faut former les DRH. Il faut aller former les DRH. On parlera de formation, comment former un manager pour qu'il puisse avoir ces techniques-là. Si vous permettez, bien qu'il soit un levier dans l'entreprise pour les changements donc en termes hiérarchiques, mais il ne faut pas oublier que le DRH aussi peut être confronté au stress en entreprise. Il a des impératifs, il a des objectifs à tenir, et de la même manière qu'un collaborateur peut être confronté au stress, un DRH également, de la même manière, et même un dirigeant peut être confronté au stress. Par contre, c'est généralement moins abordé, moins facile pour un dirigeant de le reconnaître parfois, alors que ce n'est pas le cas pour les collaborateurs, où c'est généralement une démarche institutionnelle. Bon, c'est quand même aussi, sans vouloir frapper sur les DRH. Oui, mais est-ce que la différence pourrait être celle-là? Des employés, ils ont du mal à aller tout le temps parler de leurs problématiques en stress, alors qu'un DRH pourrait aller vers son N+1 et lui parler d'une manière un peu ouverte. Enfin, pas tout, je ne généralise pas, je suis très... Parler de façon ouverte de quoi? Du stress? De ce qu'il ressent lui-même. Bien sûr. Mais est-ce qu'on n'attend pas de lui qu'il soit suffisamment outillé ou le mieux outillé de l'entreprise? Et si par exemple ce DRH va en parler, eh bien finalement on a presque envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu laisses aux autres? C'est pour ça que le DRH, toute personne en responsabilité, elle reste un peu très en retrait par rapport à ce qu'elle peut, elle, endurer, parce qu'elle ne doit pas montrer qu'elle est en stress. Alors que c'est mauvais. Ce qui est normal, c'est que quand on ne va pas bien, il faut en parler, mais il faut choisir la bonne personne pour en parler. Oui, mais je rebondis aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on tape sur les DRH. Aujourd'hui, c'est quand même nos clients. mais en fait, des fois, on a des DRH qui ont cette conscience. Mais c'est le top management qui n'adhère pas ou qui se dit c'est pas ma priorité. Exactement. Et donc du coup, c'est pour ça que quand on veut parler de ce sujet, effectivement, il faut faire appel à des consultants pour expliquer, pour mettre en place au fait ce diagnostic-là, mais il faut faire fédérer et adhérer tout le monde. C'est-à-dire que si on n'a qu'une partie, mais le management, le top management ne suit pas, on a beau diagnostiquer, on a beau donner des plans d'action, des recommandations, il ne se passera absolument rien. Et donc, le stress restera et perdurera dans cette entreprise-là. Absolument. Donc, c'est vraiment pas que le DRH, c'est le DRH, le top management, les N-1, enfin, vraiment... Équation très difficile à régler. Mais le top management, c'est peut-être celui qui détient la clé. Le top management détient la clé, souvent. Ça peut être ça. Quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné les facteurs. Par exemple, le changement organisationnel, c'est le top management, c'est les RH. Ça, c'est eux qui doivent mettre en place, effectivement, de la communication, plein de choses pour pouvoir régler ça. Quand on a un problème de management excessif, donc un des facteurs, et bien là, quand j'ai des employés ou des salariés qui disent que je souffre de ce management-là, et ben c'est là où il faut aller prendre ce manager et l'inscrire dans une formation ou dans un accompagnement. On commence à parler de plus en plus de leadership parce qu'on a compris que ce n'est pas forcément parce que j'ai un poste à responsabilité que je suis un bon manager, que j'ai du leadership, que je peux monter en compétence mes équipes, les influencer, les accompagner et tout ça. Donc vraiment, à chaque facteur, il y a une partie, c'est sur la personne elle-même, quand on parle de demande, de problèmes de gratification ou de satisfaction. Je vais vous brusquer un petit peu par rapport au temps de parole, parce qu'on va vraiment sur la fin. Ça revient à qui d'avoir l'entreprise
sous l'œil du projecteur, vraiment à disséquer ce qui se passe, l'environnement. Si même le DRH peut être sous pression, voilà, qui est supposé avoir cette vision globale, mais en même temps très étroite sur chaque situation, chaque département, sur les relations humaines. Je fais un tour de table rapide, oui. Karima. Moi, je dis que celui qui met en place la politique de l'entreprise qui est en charge de ça. C'est-à-dire que j'ai une manière de voir les choses, c'est le top management. Si le top management, il adhère... Le top management ne peut pas suivre des relations, on va dire, très étroites, le quotidien, Oui, c'est vrai, mais il y a quand même une vision globale de l'entreprise. C'est-à-dire quelles sont les valeurs de cette entreprise. En allant de valeurs, comment je peux me comporter, qu'est-ce que je peux, moi, transmettre en tant que manager à mon équipe. Est-ce que je suis capable, d'une manière ou d'une autre, de transmettre ce message? Allez, je donne la parole à M. Maoni pour laisser le dernier mot de la fin pour une dame. Rizlan, justement. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui ait une vision globale. Ça, c'est une illusion, peut-être un idéal. Je crois que cette vision, on peut l'avoir et elle est à construire avec un certain nombre d'acteurs. Et puis, ceci dit, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, même on ne peut pas rentrer dans la polémique maintenant. Allez-y. Même le top management, c'est vrai, bon, le top management peut être en lien avec ses salariés. Non, je veux dire, même dans l'industrie, vous savez, vous avez le suivi du quotidien. Je pense qu'aussi, bien qu'il n'ait pas le temps, mais il peut se pencher dessus. Je crois que ça fait partie des rôles du top management et je crois que ça réussit et que ça a un impact sur la qualité du travail. Moi, je crois que l'artisanat, il faut voir comment un peu fonctionnent les artisans. Bon, je sais que c'est pas, il y a tellement d'environnement de travail, mais ceci dit, l'artisanat, c'est très intéressant ce qui s'y passe. Voilà ce que je peux vous dire. Pour finir, Rizlan Riachi. Alors moi, je dirais pas que le top management. Au fait, chaque personne qui travaille en entreprise, chaque personne qui gère une équipe, que ça soit le N-1, le N-2, le N-3, le N-4, le N-5, du moment qu'il y a des êtres humains, c'est des gens qui ont une relation différente avec le stress et comment ils le gèrent, comment ils le perçoivent. Donc chaque personne doit remonter des informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on accompagne une entreprise pour dire « Ok, on va faire un diagnostic », ce n'est pas le top management qui a décidé de lui-même. C'est qu'il y a eu des remontées d'informations d'en bas en disant « Ok, je suis dans l'usine, par exemple, mes ouvrières… » Mais qui a remonté l'information des ouvrières? C'est bien sûr leur superviseur. Qui a remonté l'information au chef d'atelier? Et voilà. Donc, au fait, ce n'est pas que le top management, c'est chaque personne. Et ce qu'il faudrait faire… Le mot de la fin, un mot. Le mot de la fin, c'est au fait déjà, expliquer ce que c'est que les symptômes du stress pour pouvoir les comprendre quand je les vois, que ce soit cognitif, que ce soit émotionnel, les détecter pour pouvoir les diagnostiquer par la suite. Et le mot de la fin, c'est au fait pouvoir mettre en place des actions pour que tout le monde puisse venir et travailler avec un épanouissement et être dans une entreprise sereine. Merci beaucoup à vous d'avoir été sur le plateau d'On se dit tout. Rizlan Riachi, Jaafar Maoni et Karima Rehani. On peut bien sûr regarder cette émission dans son intégralité sur mediantv.com. Mais sinon, moi, je reste avec vous. La suite avec le docteur Mouna Lohman à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la douleur. On en parle tout de suite. Restez avec nous. Donc là, je suis avec le docteur Mouna Lohman. Merci beaucoup d'être là, docteur. Vous êtes spécialiste de la douleur, vous êtes algologue. Tout à fait. C'est comme ça qu'on vous appelle, justement. Vous êtes également psychothérapeute. Tout à fait. Absolument. Alors, on va comprendre pourquoi, justement, l'association entre le psychothérapeute que vous êtes et le médecin de la douleur que vous êtes aussi, et l'importance des deux. Alors, l'OMS s'associe à la Journée mondiale contre la douleur célébrée tous les ans, le 3e lundi du mois d'octobre. Quand on parle de Journée mondiale de lutte contre la douleur, est-ce qu'on parle de douleur physique ou psychique, ou bien les deux? Alors en fait, l'historique des Journées mondiales de
de la douleur a commencé en 2006, qui a été la première journée, qui a été copilotée, je dirais, entre l'OMS et l'Association internationale de lutte contre la douleur, les ASP, et les différents filiales qu'elle a dans les pays participants. Donc oui, on parle de douleur totale, donc la douleur physique, la douleur morale, mais c'est surtout orienté historiquement vers les soins palliatifs. C'est-à-dire la prise en charge de la douleur dans le cadre de processus de fin de vie suite à un cancer avancé. Absolument. Vous l'avez dit, c'est une journée mondiale qui date de 2006. C'est une journée mondiale, on va dire, relativement jeune. Et pourtant, c'est une problématique santé qui remonte à la nuit des temps, la douleur. Oui. Comment vous l'expliquez, docteur Lohman? Alors, il y a eu de très belles thèses qui ont abordé cette question. Quelle est l'importance, quelle est la fonction de la douleur dans le corps médical? Alors, sur le plan socio-anthropologique, dans les sociétés occidentales, il y a de belles études qui ont mis en avant le côté rédempteur de la douleur, qu'il faut souffrir, qu'il y a peut-être un châtiment divin et qu'on doit payer sa dette. Dans le corps médical, on fonctionne beaucoup à la sensibilité à la douleur aiguë, c'est-à-dire que la douleur aiguë va nous indiquer où est le problème et qu'on ne doit pas trop la faire taire parce qu'elle nous orientera vers le problème initial et éventuellement des complications, par exemple après une chirurgie. Mais ça, ce n'est plus valable en ce qui concerne la douleur chronique, qui n'a plus ces mêmes fonctions d'alerte et de mise en branle de réaction pour pouvoir sauver la vie du patient éventuellement. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tardé à prendre en charge la douleur? Je pense que ce sont des facteurs. Une journée. Il y a lui consacré une journée dans laquelle participent en Europe énormément d'associations de patients. Il faut souligner que ce sont eux qui sont les plus actifs dans la sensibilisation de l'opinion publique et aussi dans les processus d'advocacy, c'est-à-dire de pression, j'allais dire, vis-à-vis des autorités sanitaires pour mettre en place des plans de santé. Notamment, je prends l'exemple de la France qui est peut-être le plus proche. Ça a été grâce à l'intervention de M. Kouchner à l'époque où il a mis en place des plans santé-douleur. Actuellement, nous sommes au 4e plan, 2013-2017. Et ces plans-là, institutionnels, ont permis de mettre en place un normatif vis-à-vis de la douleur, de codifier les protocoles, d'impliquer tous les hôpitaux, même les structures privées, pour qu'il y ait une prise en charge globale et institutionnalisée. J'insiste beaucoup sur ce terme-là. Alors, vous avez donné l'exemple de la France. Et qu'en est-il du Maroc? Vous consultez également dans un service de rhumatologie au CHU de Casablanca. Tout à fait. Alors, je coordonne l'unité de la douleur qui a été créée très récemment, il y a 3 ans à peu près, dans le service de rhumatologie au CHU de Casablanca. On s'entend bien que la première cause de douleur chronique aujourd'hui, hors cancer, ce sont les infections, les maladies rhumatismales. Suite à quoi nous avons certaines pathologies ORL, les migraines céphalées et certaines pathologies abdominopelviennes. Cette orientation est tout à fait entendable. Au Maroc, l'aventure, si je peux me dire ainsi, a commencé en 2010-2012 sur le plan institutionnel par l'introduction du concept de soins palliatifs dans les plans nationaux de santé. D'accord. Donc, c'est relativement récent par rapport à la question qui date depuis la nuit des temps, comme vous l'avez bien souligné. Ensuite, en 2013, il y a eu un événement important, c'est qu'il y a eu une modification de la réglementation en ce qui concerne la prescription de la morphine, qui était régie, et je tiens à le souligner parce que c'est indicateur du retard que nous avons, par un daïr qui datait de 1922. Où la morphine était considérée comme une drogue dure et pas du tout inscrite dans le cadre d'un traitement institutionnalisé. À partir de 2015, le Maroc a été le premier pays d'Afrique à instaurer un module de douleur et soins palliatifs dans le cursus des études de premier cycle médical. Donc les choses avancent. Il y a des protagonistes, des figures renommées de la douleur. Je nommerai notamment le professeur Njmi, qui est le pionnier de la douleur au Maroc, le professeur Barouk, les deux sont anesthésistes réanimateurs, qui a mis en place, il y a quelques années, un CLUT, c'est-à-dire une unité de lutte contre la douleur au sein du service hospitalier. Donc tout ça, ça a été tout un processus de maturation pour la prise en charge de la douleur au Maroc. Au Maroc. Donc,
Pour le moment, on peut le dire aux téléspectateurs, il y a une unité au CHU de Casablanca Oui. au niveau qui est dédiée à la rhumatologie pour à la l'instant. rhumatologie Tout à avant fait, tout. Avant tout. Il y a une unité au sein même du CHU de Casablanca, unité douleur et soins palliatifs, qui est directement liée à l'activité du département d'oncologie. Et il y a à Rabat, l'INO, un centre de douleur aussi lié à la pathologie cancéreuse. Cancéreuse, absolument. Mais docteur Lohman, vous êtes algologue, donc spécialiste de la douleur. Oui. J'ai mal, ça veut dire quoi? Avoir un mal, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est plus subjectif? Alors, la définition de l'OMS en matière de la douleur, on parle surtout d'une sensation. Donc, on traite une émotion, une sensation due à un processus qui est objectivable, c'est-à-dire par analyse, radiologie, IRM, etc., ou non. Donc, cette définition a été très importante parce que pour beaucoup de médecins, et on peut les comprendre, s'il n'y a pas de raison à ce que la douleur soit là, c'est peut-être une douleur imaginaire. Alors qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a des dérégulations du système de la douleur au niveau central, c'est-à-dire au niveau du cerveau, qui peut, par un dysfonctionnement propre, fabriquer de la douleur alors qu'il n'y a pas de raison objectivable. Comme pour la fibromyalgie. Par exemple, un jour, on comprendra le fin mot des raisons de la fibromyalgie. Est-ce que c'est génétique, viral, hormonal, ou si c'est un compendium de tout ça? Il n'y a pas que la fibromyalgie. Il y a le syndrome du côlon irritable. Il y a certaines formes de migraines. Donc, il y a tout un chapitre de douleurs fonctionnelles chroniques. On dit fonctionnelles parce qu'on n'arrive pas à les étiqueter, et qui pourtant sont une réalité pour beaucoup de patients et qui demandent des solutions et une prise en charge. Alors, est-ce qu'on mesure la douleur? Est-ce qu'il y a des échelles? Est-ce qu'il y a... Oui, alors tout le travail qui a été fait en France notamment a permis justement de normativer et d'objectiver quelque part ce qui est qu'une sensation. Absolument. Donc qui est extrêmement difficile à quantifier. Donc nous avons des échelles de cotation de 0 à 10 par exemple, où 0 sur 10 je n'ai pas de douleur, 10 sur 10 la douleur maximale imaginable, une échelle de visage qu'on utilise souvent chez l'enfant, parce qu'il a peut-être du mal parfois en fonction de son âge à numériser sa douleur. Nous avons aussi des questionnaires qui permettent d'objectiver les autres aspects de la douleur, anxiété, dépression, catastrophisme, anticipation négative, tous ces amplificateurs de la douleur. J'utilise par exemple dans ma pratique quotidienne des schémas corporels où le patient dessine sa douleur littéralement sur des schémas face et dos, face et profil aussi. Et le patient me permet d'avoir une cartographie concrète de sa douleur. Alors justement, je vous pose la question encore plus pour aller en profondeur un peu plus sur ce point en particulier. Vous êtes médecin de la douleur, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Sur le plan de niveau d'intervention, j'interviens normalement après l'action du spécialiste. C'est-à-dire s'il y a une hiérarchie entre médecin généraliste et médecin spécialiste. On ne vient pas vous voir directement pour une migraine, on ne vient pas vous voir directement pour des douleurs rhumatismales. Alors, il faut d'abord un diagnostic pour que je puisse prendre en charge. Donc, si un patient se présente avec des douleurs de type migraineuse qui n'ont pas été étudiées, je renvoie vers le neurologue. Le neurologue fait son bilan. S'il a quelque chose à proposer, il le traitera. Si, au-delà du traitement du spécialiste, la douleur persiste, au-delà de 3 mois, à ce moment-là, on parle de douleur chronique. Et ce qui se passe assez souvent, c'est qu'on travaille en tandem. Le neurologue, dans ce cas de figure, poursuit le traitement médicamenteux et moi, j'aborde la douleur avec d'autres outils thérapeutiques. D'accord. Donc, traitement médicamenteux et aussi l'arsenal que vous proposez, ça englobe quoi? Alors, il faut entendre que comme nous traitons une sensation, le médicament ne va pas pouvoir répondre à nos objectifs thérapeutiques. C'est-à-dire, très souvent, on n'est pas dans l'objectif zéro douleur. Quand on est dans des douleurs de plusieurs années, on est dans une douleur contrôlée qui n'empêche pas le patient d'avoir un fonctionnement satisfaisant. Chaque patient va définir ce qui est satisfaisant pour lui. Donc, la partie médicamenteuse est très importante parce qu'elle nous permet de contrôler le niveau de la douleur. C'est-à-dire, je peux faire passer ma douleur de 8 sur 10 à 6 sur 10. À partir de 6 sur 10, on peut ouvrir la porte à d'autres approches thérapeutiques. Par exemple, tout ce qui est psychothérapie, les TCC, les thérapies cognitives et comportementales qui ont été validées comme un outil performant en matière de rééducation de patients douloureux chroniques, où on va analyser les émotions, les pensées, les comportements qui font majorer ou qui font perdurer cette douleur. Il y a d'autres outils qui ont été validés aussi sur le plan institutionnel, l'hypnose médicale, qui est pratiquée par des médecins qui ont été correctement formés. Il y a l'acupuncture qui a aussi eu son droit d'entrée dans l'arsenal. Je vais vous interrompre, docteur. Oui. Et tout ça, vous le proposez au sein du CHU? Alors, ce que nous proposons dans l'unité de la douleur, c'est la consultation douleur, évidemment.
ce sont les séances de psychothérapie ou de rééducation fonctionnelle. Nous proposons également des consultations TENS, qui sont des appareils de neurostimulation cutanée pour certains types de douleurs, notamment de type neuropathique. Nous proposons des programmes d'éducation thérapeutique du patient douloureux, ce qui est très nouveau. Nous avons des programmes d'éducation pour les diabétiques, les hypertendus par exemple, mais pour les douloureux, c'est une première. Donc on apprend à la personne à gérer sa douleur. En groupe, avec des pairs. On n'est plus en tête-à-tête avec le médecin ou le thérapeute dans la consultation. On se rend bien compte qu'il y a d'autres personnes qui gèrent la même problématique. Eh bien, merci pour toutes ces explications, Dr Mouna Lohman. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci. On peut regarder à nouveau cette émission dans son intégralité sur notre site mediantv.com. Au revoir, à très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb et sur Median TV. Merci à toute l'équipe et à bientôt.